patient au pays de cardiologie, tout en basant sur le diagnostic et brièvement, on va dire efficacement plutôt, la conduite à tenir. On va donner des conduites à tenir qui sont efficaces, qui sont rapides et qui sont surtout applicables aux urgences. C'est pas les conduites à tenir qu'on retrouve sur les livres, etc. Donc, la question qui se pose, c'est comment aborder un patient OPU. Généralement, je vais coller OPU de cardio, tiens, hein, comment on travaille. Donc, généralement, le patient, il va consulter avec une lettre. C'est un patient qui est orienté d'un autre centre, soit du centre de tri, du PU médical, voilà, d'un autre EPSP. Voilà. Et avec la lettre, le patient, il va passer au PU, tiens. On fait une exception pour les patients qui ont plusieurs antécédents cardiovasculaires et qui ont des douleurs typiques. Donc, ce type de patient, on n'exige pas une lettre. Donc, on peut les voir d'emblée parce que ça peut cacher une vraie urgence. Mais il faut faire gaffe par rapport à deux motifs de consultation, qui sont les détresses respiratoires et les troubles de conscience. Les détresses respiratoires et les troubles de conscience, donc, devant chaque patient, l'IGIL PU à la cardio, il faut s'assurer que ce patient, il présente pas une détresse respiratoire aiguë. Oui, il nécessite probablement une intubation et une ventilation. Et également, il faut s'assurer que le patient ne présente pas de troubles de conscience, y compris les AVC. Vous pouvez trouver un examen neurologique anormal et tout. Pour ces deux motifs de consultation, il faut être rapide avec le patient parce que ce n'est pas un patient de cardio. Il faut l'orienter d'emblée vers le service, on va dire le service adéquat. Donc, devant tout patient qui consulte, il a une lettre, sauf les patients qui ont des antécédents cardiovasculaires avec une douleur typique. Il faut faire rapidement un examen neurologique très rapide, très efficace pour éliminer un trouble de conscience ou bien un trouble neurologique. Et il faut d'emblée prendre les constantes du patient pour éliminer un patient qui est en détresse respiratoire, qui nécessite probablement une prise en charge en réanimation. Donc, après tout ça, si tout ça est validé, on va travailler avec notre patient, on va l'examiner pour essayer de régler son problème. Sinon, si on n'a pas ces conditions qui sont validées, il faut orienter le patient au bon endroit. Donc, comment aborder un patient? Il faut l'examiner étape par étape. On fait rentrer le patient au box. On commence toujours, avant même de parler avec le patient, on commence par prendre les constantes. Il faut prendre la tension artérielle, la saturation. Il faut voir est-ce que les extrémités sont chaudes ou pas. Parce que les extrémités froides, ça peut cacher un état de choc. Il faut voir est-ce que la diurèse du patient est conservée ou pas. Parce que de 1, s'il est anurique d'une façon aiguë, ça peut cacher une insuffisance rénale aiguë. Sinon, s'il est anurique depuis longtemps, ça va nous aider à tirer un antécédent du patient, un antécédent important du patient, qui est une insuffisance rénale. Donc, il faut commencer par voir les constants du patient. Après, on saute à l'état civil, surtout l'âge du patient et le sexe du patient. Les antécédents de patient, il faut faire un interrogatoire policier pour tirer chaque antécédent. Par exemple, si on prend l'exemple de l'HTA, il faut tirer l'antécédent, par exemple l'HTA, depuis quand, il est sous quel traitement et est-ce qu'il est équilibré ou pas. Pour chaque antécédent, plus particulièrement les antécédents réfractaires pour la cardio, c'est l'HTA, c'est le diabète, c'est les dysthyroïdies, et on cherche également des antécédents purement cardiaques, par exemple des syndromes coronariens aigus, des AVC, etc. Après avoir fait ça, après avoir prendre les constants du patient, son âge, ses antécédents et ses facteurs de risque cardiovasculaire, il faut d'emblée essayer de tirer le motif de consultation du patient. Parce qu'on va raisonner aux urgences en fonction d'un motif de consultation. Généralement, le patient ne va pas consulter en vous disant que j'ai un syndrome coronarien aigu, on va dire comme voilà, je présente un tableau d'OAP, et plutôt il va consulter pour un motif de consultation. Donc, votre rôle majeur, c'est d'essayer de tirer le vrai motif de consultation du patient. Généralement, les patients, ils y et tout.
il vous cite plusieurs problèmes, les problèmes de santé, mais souvent vous devez maîtriser le patient pour tirer le motif de consultation. Et les motifs de consultation qui se répètent beaucoup au pays de cardiologie, c'est 5 ou 6 motifs. Le motif le plus fréquent au pays de cardiologie, c'est les douleurs thoraciques. Le deuxième motif, c'est la dyspnée, voire l'orthopnée. Le troisième motif, c'est les palpitations. Le quatrième motif, c'est les syncopes ou bien les équivalents de syncopes, c'est-à-dire l'hypotylie. Parfois, le patient, il consulte pas pour ces 4 motifs, c'est les 4 motifs principaux au pays de cardiologie, mais parfois, le patient, il consulte pour d'autres motifs qui sont plus ou moins des motifs qu'on n'a pas étudiés dans la sémiologie comme signe fonctionnel principal. Le patient peut consulter, par exemple, pour un pic hypertensif. Il peut consulter pour des œdèmes du membre intérieur, voire il peut consulter, par exemple, dans un tableau d'arrêt cardio-respiratoire d'emblée. Donc, là, on va raisonner en fonction du motif. On va aborder les motifs là-dedans, motif par motif. On va commencer, par exemple, par les douleurs thoraciques. On va détailler ce motif-là, comment l'aborder et les différentes urgences cardiaques qui se cachent derrière ce motif qu'il faut dépister, qu'il faut diagnostiquer surtout rapidement pour pouvoir assurer une bonne prise en charge. Est-ce que jusqu'à maintenant, on a confirmé ou pas? Allô? Oui, docteur. Le son, il est bien, le son, il est bien et l'écran, il s'affiche. Vous arrivez à suivre avec moi sur l'écran. Oui, docteur. Très bien. Donc, maintenant, on va aborder les douleurs thoraciques. Il faut avoir dans la tête que les douleurs thoraciques, c'est le motif le plus fréquent en cardiologie. Et ça peut cacher derrière une douleur thoracique, ça peut cacher derrière elle plusieurs urgences vitales. On note en premier lieu le syndrome coronarien aigu, en deuxième lieu l'embolie pulmonaire, en troisième lieu la péricardite, en quatrième lieu la myocardite, en cinquième lieu la dissection aortique. Ce sont les 5 urgences cardiaques qui se cachent derrière une douleur thoracique. Et il ne faut pas passer devant d'autres urgences non cardiaques qui se présentent également par des douleurs thoraciques, notamment les urgences pleuropulmonaires, c'est-à-dire les pleurésies, les pneumonies et les pneumothorax. Donc, on va aborder en premier lieu le syndrome coronarien aigu. Donc, pour chaque étiologie parmi ces 5 ou 6 étiologies, il faut respecter un certain ordre chronologique lors de l'examen du patient. Il faut commencer par le contexte du patient, c'est l'interrogatoire, en interrogeant le patient après avoir cerné le motif de consultation. Il faut pousser l'interrogatoire pour essayer de tirer des contextes. Chaque pathologie parmi ces 5 pathologies a un contexte particulier. Après, il faut examiner le patient, il faut faire l'ECG, il faut faire la biologie, il faut faire parfois une échographie pour pouvoir poser le diagnostic exact et prendre en charge le patient. Alors, pour le syndrome coronarien aigu, le contexte il est très typique. Généralement, c'est un patient qui a le contexte du patient, c'est que c'est un patient qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et qui a plusieurs antécédents cardiovasculaires. Donc, dès qu'on a ce contexte-là, il faut penser. Dès qu'on a une douleur thoracique avec ce contexte-là, il faut penser au syndrome coronarien aigu. Le motif, c'est bien évidemment une douleur thoracique, mais maintenant, il faut la typer. La douleur thoracique du syndrome coronarien aigu, c'est une douleur typique de la troisième année médecine. C'est la douleur thoracique, c'est une douleur thoracique rétrosternale, constrictive, qui irradie vers la mâchoire, vers le membre supérieur gauche, qui survient au repos, qui ne cesse pas aux facteurs sédatifs, etc. Et dès qu'on a cette douleur thoracique typique, c'est d'emblée un syndrome coronarien aigu. Donc, il faut mettre dans la tête que le diagnostic du syndrome coronarien aigu, c'est un diagnostic purement clinique. On n'a pas besoin de CG, ni de troponine, ni d'échographie pour parler de syndrome coronarien aigu. Dès qu'on a un patient qui consulte pour une douleur thoracique aiguë qui valide les critères de la douleur angineuse, on va dire que le patient il présente un syndrome coronarien aigu. Ça, c'est la première étape, c'est la clinique. Cliniquement, on peut parler de syndrome coronarien aigu. Maintenant, donc cliniquement, c'est d'emblée un syndrome coronarien aigu. Maintenant, devant
toute suspicion clinique de syndrome coronarien aigu, il faut faire un ECG. Et cet ECG-là doit se faire dans un délai de 10 minutes. Pourquoi on fait l'ECG? C'est pour regarder le segment ST, pour regarder l'onde de T et pour essayer de mieux pousser le diagnostic. Maintenant, on peut avoir deux cas de figure. Soit le segment ST, il est sus décalé. Si on a un sus décalage persistant du segment ST, ce sus décalage persistant du segment ST doit persister dans le temps pendant au moins une vingtaine de minutes. Si on a ce sus décalage persistant du segment ST, on parle d'emblée un syndrome coronarien ST+. Deuxième cas de figure, c'est pas le sous-décalage du segment ST. Ça, c'est faux. C'est fréquent comme une faute, mais c'est faux. Le deuxième cas de figure, c'est quand on n'a pas ce décalage persistant du segment ST. Donc, le deuxième cas de figure, c'est toutes les autres anomalies du segment ST, toutes les autres anomalies de l'onde de T, voire même un ECG normal. Tout ça, ça constitue l'autre part des choses qui est le syndrome coronarien aigu ST-. Donc, le syndrome coronarien aigu, qu'on a posé le diagnostic cliniquement, sur le plan électrique, on a deux cas de figure. Soit le segment ST est sus-décalé de façon persistante, et ce cas-là, ça constitue un syndrome coronarien aigu ST+, soit le segment ST, il n'est pas sus-décalé de façon persistante, et ça constitue un syndrome coronarien aigu ST-. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce deuxième cas de figure? On peut avoir un segment ST qui est sous-décalé. On peut avoir un segment ST qui est normal, mais une anomalie d'onde de T qui peut être négative ou qui peut être même positive, mais ample et symétrique. Et on peut même avoir un ECG normal. Et tous ces cas-là, ça constitue la case du syndrome coronarien aigu ST-. D'accord jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Donc, la définition du syndrome coronarien aigu, c'est une définition clinique. La définition du syndrome coronarien aigu ST+ ou ST-, on a besoin de l'électrocardiogramme. Maintenant, la troisième étape qui est la biologie. La biologie, c'est le dosage des troponines. Les troponines, c'est simple. Si on a des troponines positives, c'est qu'on a un IDM. On a le cœur qui est en train d'infarcer. On a une ischémie myocardique. En français, on dit IDM. En anglais, on dit MI, myocardial infarctus. Mais si on n'a pas des troponines positives, c'est-à-dire si on a des troponines qui sont négatives, on dit qu'on n'a pas d'IDM ou bien on n'a pas de myocardial infarctus. Donc, la définition d'IDM, la définition de myocardial infarctus, c'est une définition biologique. À l'axe, la définition du syndrome coronarien aigu, elle est clinique. La définition du syndrome coronarien aigu, ST+ ou ST-, elle est clinique et électrique. Et la définition d'IDM, elle est biologique. Si on a des troponines positives, c'est un IDM. Si on a des troponines négatives, c'est pas un IDM. D'accord? Oui. Maintenant, si on récapitule, devant une suspicion du syndrome coronarien aigu, on a besoin d'une triade. La clinique, le CG et les troponines. Cliniquement, on parle d'emblée syndrome coronarien aigu. Électriquement, soit on a un sus-décalage persistant du segment ST, et là, c'est un syndrome coronarien aigu ST+, soit on n'a pas ce sus-décalage persistant du segment ST, on peut avoir une multitude d'aspects électriques, et là, c'est un syndrome coronarien aigu ST-. Maintenant, la troisième étape qui est les troponines, on a deux cas de figure. Si on est devant un syndrome coronarien aigu ST+, c'est-à-dire l'artère coronaire, elle est totalement occluse, et si on a une occlusion totale de l'artère coronaire, on est sûr que la paroi irriguée par cette artère-là, elle est en train d'infarcir, elle est en train de nécroser. Et on est sûr qu'on a un IDM sans avoir besoin de doser les troponines. Et dans ce cas-là, le dosage de troponines, ça va juste retarder la prise en charge diagnostique et la prise en charge thérapeutique. Donc, la règle dit que devant un syndrome coronarien aigu ST+, il ne faut jamais doser les troponines pour poser le diagnostic. Et d'emblée, sans faire des troponines, on a une nécrose myocardique sûre
et on est devant un IDM, ou plutôt devant un MI en anglais, un myocardial infarctus. Et ce MI, ce myocardial infarctus, il survient suite à un syndrome coronarien aigu ST+, suite à un ST élevé, un ST elevation, donc le segment ST est élevé. Donc on dit qu'on est devant un STEMI. Pourquoi STEMI? Parce que ST, c'est STE, c'est ST elevation, myocardial infarctus. Ça, c'est la nomenclature finale de l'IDM qui survient sur un syndrome coronarien aigu ST+. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si on est devant un syndrome coronarien aigu ST-, dans ce cas-là, l'artère, elle est partiellement obstruée. Et si elle est partiellement obstruée, ce mot partiellement, ça peut refléter une obstruction à 10% de l'artère coronaire, comme ça peut refléter une obstruction à 90% de l'artère. Et dans certains cas, cette obstruction partielle, elle est très petite pour nécroser le cœur et parfois, elle est très importante, c'est pas occlusif, mais elle est très importante à un point où on aura une nécrose myocardique, on aura un IDM. Donc, pour pouvoir trancher, est-ce qu'on a un IDM ou pas suite à un syndrome coronarien aigu ST-, on doit doser les troponines. Donc, devant un syndrome coronarien aigu ST-, on doit doser les troponines. Si on a des troponines positives, c'est on a un IDM. Si les troponines sont négatives, c'est qu'on n'a pas d'IDM. Premier cas de figure, si on a des troponines positives suite à un syndrome coronarien aigu ST-, on a un IDM. En anglais, on dit qu'on a MI, myocardial infarctus, mais le segment ST, il est non élevé. Donc, on va dire qu'on est devant N STEMI. N non ST elevation myocardial infarctus. Ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, si on a un syndrome coronarien aigu ST-, on a dosé les troponines, mais les troponines sont négatives, c'est-à-dire on n'a pas d'IDM, on n'a pas de myocardial infarctus, on a juste un syndrome coronarien qui était stable, c'est une plaque de Tatherum qui était stable, qui donnait de longueur stable, mais qui s'est déstabilisé par moment. Et ça a donné un longueur instable, ça a donné une certaine instabilité, mais ça n'a pas atteint le degré d'IDM, ça n'a pas atteint le degré de myocardial infarctus. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça me fait? Oui. Donc, on a commencé par le motif de consultation qui est la douleur thoracique. Cliniquement, ça a donné un syndrome coronarien aigu. Électriquement, c'est soit un syndrome coronarien aigu ST+ ou ST-. Biologiquement, le ST+, sans doser de troponine, c'est d'emblée STEMI. Le ST-, en dose de troponine, si c'est positif, c'est un STEMI. Si c'est négatif, c'est un longueur instable. Et on a commencé par douleur thoracique et on a affiné le diagnostic au fur et à mesure pour arriver enfin vers le diagnostic de STEMI, de un STEMI ou bien d'encore instable. Et sur ces trois entités, le STEMI et le 1 STEMI, ça constitue de vraies urgences cardiaques. D'accord? Oui, docteur. Maintenant, comment prendre, ça c'était le diagnostic, comment prendre en charge le STEMI et le 1 STEMI? Ce soir, qu'on est devant STEMI ou un STEMI, il faut assurer une certaine conduite à tenir, une certaine prise en charge initiale qui est commune entre les deux entités, peu importe qu'il s'agit d'un STEMI ou de STEMI ou de un STEMI. La prise en charge initiale commune, c'est d'assurer une mise en condition du patient, de voir d'abord un bilan d'urgence, d'installer le patient dans un box de déchocage et de lancer un bilan d'urgence et bien sûr de donner les doses de charge. Les doses de charge, on les donne, ce soit le STEMI, on appelle le STEMI, pour fluidifier le sang. On donne une double anti-agrégation plaquettaire, donc on va anti-agréger, on va les trois étapes, d'hémostase, par exemple le quatrième année, où l'étape, la première, c'est l'agrégation plaquettaire, la deuxième étape, c'est la coagulation, la troisième étape, c'est la fibrinolyse. Donc, on va utiliser les trois étapes de l'hémostase. La première étape, c'est l'agrégation plaquettaire. On va l'inhiber.
en inhibant les deux voies d'agrégation plaquettaire. On a deux voies d'agrégation plaquettaire. Donc, l'aspirine, elle va inhiber la première voie et le Plavix, ça va inhiber la deuxième voie. On appelle ça une double anti-agrégation plaquettaire. Et on va inhiber la deuxième phase d'hémostase qui est la coagulation. Donc, on va donner de l'anticoagulation. Et les anticoagulants, c'est les anticoagulants d'urgence. Le seul anticoagulant d'urgence, c'est l'héparine. Donc, on va donner pour tous les patients qui présentent, que ce soit stémie ou instémie, des doses de charge d'aspirine, de Plavix et d'héparine. Les doses, les urgences, l'aspirine, soit on donne, ça c'est un plus, et là je fais les doses, c'est bien, et là je fais toucher les doses, l'important c'est de connaître juste qu'on donne de l'aspirine, du Plavix et de l'héparine. L'aspirine, on donne soit 250 mg en IV, soit on donne 3 comprimés de 100 mg per os. Le Plavix, on donne 4 comprimés de Plavix, c'est des comprimés de 75 par milligramme. Le Plavix, c'est juste par voie orale, donc 4 comprimés per os, sauf si le patient il est très âgé. S'il est très âgé, on donne juste un seul comprimé. L'héparine, c'est selon le poids du patient. Si le patient, par exemple, il pèse 80 kg, on donne du Lovenox à 0,8. S'il pèse 60 kg, on donne 0,6. En sous-cutané, sauf si le Lovenox, qui est l'HBPM, sauf s'il est contre-indiqué. Dans certains cas, il est contre-indiqué. Par exemple, dans le cas d'insuffisance rénale, l'HBPM, parce que les parents font l'HBPM et la chaîne. L'HBPM ou le Lovenox en sous-cutané. Et l'HBPM, on donne pour tous les patients l'HBPM, qui est l'ordonnance, sauf s'il est contre-indiqué, on donne de la chaîne. Par exemple, une contre-indication de l'HBPM, c'est l'insuffisance rénale. Ou bien, si le patient il va monter sur le bloc, s'il va faire une angioplastie sur place, on ne donne pas l'HBPM, on donne plutôt la chaîne. Est-ce que c'est compris ou pas? Oui, compris. Maintenant, la conduite à tenir suivante, ça va différer. Est-ce qu'il y en a devant stémie ou devant instémie? Donc, dorénavant, en tout cas, on va séparer le stémie du instémie. Le stémie, c'est, comme on a dit, c'est une occlusion totale de l'artère. L'artère, elle est totalement occluse et la paroi vascularisée par cette artère, elle ne reçoit pas du sang. Donc, l'urgence dans le stémie, c'est de restaurer le flux sanguin, c'est de revasculariser. Le stémie, l'urgence, c'est de revasculariser. Or que le M-stémie, l'artère, elle est partiellement occluse, partiellement obstruée. On a quand même un certain flux sanguin. Donc, l'urgence, c'est pas de revasculariser. Ça, c'est la première part des choses. Donc, devant le stémie, il faut revasculariser. C'est urgent de revasculariser. La première question qui se pose, il faut se poser des questions devant le stémie. C'est 3 à 4 questions à se poser. La première question, c'est est-ce qu'il faut toujours revasculariser? Certes, c'est urgent de revasculariser, mais est-ce qu'il faut toujours revasculariser? Pour répondre à cette question-là, il faut se poser la question, la douleur, elle a débuté depuis combien de temps? Si la douleur, elle a débuté dans un délai inférieur à 12 heures, il faut toujours revasculariser. Deuxième cas de figure, si la douleur a débuté depuis plus de 12 heures, il ne faut pas revasculariser, sauf si. C'est-à-dire, on va revasculariser que certains cas particuliers. Et à l'aise, parce que généralement, si l'artère elle est occluse depuis plus de 12 heures, généralement, la paroi myocardique elle est nécrosée. Et si la paroi elle est nécrosée, ça ne sert à rien de restaurer un flux sanguin parce que les cellules sont mortes. Même si on restaure un flux sanguin, ils ne vont pas récupérer l'activité. Donc, si la douleur elle a dépassé 12 heures, on va revasculariser seulement si on a une des deux conditions. Première condition, si le patient il est toujours symptomatique après les 12 heures, on doit revasculariser. Parce que si le patient il est symptomatique, c'est que la paroi myocardique qui était en train de souffrir, elle est toujours viable. Et on ne peut pas avoir de douleur sans viabilité.
إذا la paroi myocardique ماتت, elle ne va pas faire mal. Donc, si on a un patient qui est toujours symptomatique après les 12 heures, on doit revasculariser. Deuxième cas de figure, si le patient qui présente le STEMI a compliqué, ça va faire une complication. S'il a fait par exemple une fibrillation ventriculaire, s'il a fait un OAP, s'il a fait une communication UCIV, s'il a présenté une complication, le STEMI qui s'est compliqué, on doit le revasculariser toujours, même s'il dépasse les 12 heures. Est-ce que tu là, non? Oui, oui, فهمنا docteur. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Oui, très clair. خلاص. La deuxième question qui se pose, c'est comment revasculariser. Comment revasculariser? Pourquoi poser cette question-là? Parce qu'on a deux manières de revasculariser les coronavirus. Soit une manière invasive, يعني نهزوا le patient تاعنا, on نحطه في البلوك, on pique l'artère radiale ولا l'artère fémorale, نطلعوا بان ديك نوصلوا لاورت ومن لاورت ندخلوا l'artère coronaire ونشوفوا لاستينوز هذيك ونفتحوها نديروا فيها رسوم. Ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est la thrombolyse. La thrombolyse, c'est une injection. Une injection le patient, que ce soit la métallyse ou la lactylise. On injecte une injection. C'est un traitement fibrinolytique qui va viser la troisième étape de l'hémostase. Ça va fibrinolyser le thrombus derrière la canal artère et on va restaurer le flux sanguin. Chaque méthode a le plus et le moins. La thrombolyse, le plus, l'avantage, c'est qu'elle est disponible un peu partout. C'est simple à faire, c'est juste une injection à faire. L'inconvénient, c'est qu'elle a des contre-indications. Pour thromboliser un patient, il faut éliminer les contre-indications. Et on a des contre-indications absolues et des contre-indications temporaires. Oui, c'est de la littérature. On ne va pas les citer sur l'objectif de ce TD, c'est d'organiser les informations. Mais généralement, un patient, je vous donne des exemples, un patient qui a un ABC récent, un ABC un mois ou 2 mois, on ne peut pas le thromboliser parce qu'on risque de donner une hémorragie cérébrale, par exemple. Un patient qui a une maladie ulcéreuse d'arthrite instable, qui saigne toujours, on ne peut pas le thromboliser. Ça, c'est pour la thrombolyse. Deuxième méthode, qui est la coronarographie, plus ou moins l'angioplastie. L'avantage, c'est elle, c'est le traitement de choix, elle n'a pas de contre-indication, elle n'a pas de, grosso modo, elle n'a pas, pour ne pas dire, généralement, elle n'a pas d'effet secondaire. Et l'effet thérapeutique, il est immédiat. Sur place, on ouvre l'artère. L'inconvénient, c'est l'avantage de la thrombolyse, c'est exactement l'inconvénient de la coronarographie, c'est qu'elle n'est pas disponible partout. À l'axe, la thrombolyse, elle est disponible partout. Donc, en prenant en compte la disponibilité de la coronarographie et l'absence de contre-indication de la thrombolyse, on va choisir entre les deux. Avant de choisir entre les deux, je vous donne d'emblée une règle. On a le patient inférieur à 12 heures, on le revascularise toujours et on a deux méthodes, soit l'angioplastie, soit la thrombolyse. Deuxième cas de figure, le patient supérieur à 12 heures, on va pas le revasculariser, sauf s'il est symptomatique ou si on est devant une complication. Et dans ce deuxième cas de figure, si on décide de revasculariser le patient, ça sera toujours une coronarographie avec angioplastie. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est bien compris ou pas? Quand est-ce que c'est coronarographie avec angioplastie? Quand est-ce qu'on fait les deux? كيفاش ما فهمتش لا كيسيون تاعك. Via docteur qui dit un patient, et dans ma contre-indication, on commence toujours par la thrombolyse. Plutôt la revascularisation. Non. Vous sautez les étapes. شوفي راه affiché لكم l'écran, راه affiché. Oui, affiché. خلاص واش راه مكتوب supérieur à 12 heures on revascularise pas sauf si le patient il est symptomatique toujours. Voilà, si le STEMI il est compliqué. Dans ce cas-là, on fait toujours une ATC, toujours une angioplastie. Et la thrombolyse, elle est contre-indiquée si elle dépasse les 12 heures. Et
Avant les 12 heures, on a le choix entre l'angioplastie et la thrombolyse. On a le choix. Oui, donc فهمتيني ولا s'il n'y a مازال؟ pas de contre-indication, يعني avant 12 heures, فهمتك bien sûr. Parce que jusqu'à maintenant, Donc c'est avant la 12 heures. thrombolyse. بعد كي نديروا لا revascularisation Après 12 نديروا heures, موراها après 12 heures, لا كورون. après 12 heures, واش ندير؟ الو الو. راك تسمع فيا طبيبه؟ Est-ce que vous arrivez à m'entendre? أنا نسمع. Est-ce que فهمتوا jusqu'à maintenant ou là non? قلت لكم il faut pas brûler les étapes. Est-ce que واش درنا jusqu'à maintenant فهمتوا مشكلة ولا؟ connexion. الو راكي تسمع ولا الكونيكسيون طبيبه؟ Oui, فهمتنا خلاص c'est bon فهمت merci. Ah, il y a très bien. Donc, on a dit, après 12 heures, on revascularise seulement si le patient est symptomatique ou le ST plus est compliqué. Et ça sera toujours une angioplastie. Avant 12 heures, on revascularise toujours et on a deux choix. Que ce soit l'angioplastie ou la thrombolyse. La question qu'on va aborder après, c'est dans ce cas-là, quand on a un patient qui présente stémie avant 12 heures et on a le choix entre l'angioplastie et la thrombolyse, comment faire ce choix-là? Comment choisir entre les deux? D'accord? D'accord. Vous arrivez à suivre le raisonnement. Oui, oui, c'est clair. Maintenant, devant ce cas-là, quand on a stémie inférieure à 12 heures, donc on va choisir entre une angioplastie et une thrombolyse. Pour choisir entre les deux, on va se poser une question. Est-ce qu'il est possible de mettre notre patient sur la table de KT et de commencer la procédure d'angioplastie dans un délai de 2 heures, 120 minutes? Si on peut faire ça, bah, il vaut mieux faire une angioplastie primaire. On va l'appeler, il vaut mieux faire une angioplastie. Dans ce cas-là, on va l'appeler une angioplastie primaire parce qu'on a commencé par la faire. Et deuxième cas de figure, si on ne peut pas réaliser cette condition-là, si le patient tient pour le placer sur une table de coronarographie, c'est-à-dire le moment de transport et tout, si on dépasse les 120 minutes, on va choisir de préférence une thrombolyse immédiate. Une thrombolyse immédiate, ça vaut mieux qu'une angioplastie qui va nécessiter plus de 120 minutes. Est-ce que ça me tourne là, non? Oui, فهمنا. La question qui se pose actuellement, c'est le patient, le patient a douleur thoracique. ومن بعد مع شويه ولينا في ستيمي وانستيمي ومن بعد مع شويه رانا في ستيمي وبقى ستيمي رانا ريفاسكولاريزيو فيه ديجا رانا في لا بريزون شارج. لا كيسيون كي سو بوز اكتويلمون لي ستيمي تاعنا خلاص في جميع لي سيتياسيون اللي كان قادر يجي اون ا ديسيدي اسكو ريفاسكولاريز سي اون ريفاسكولاريز par quelle méthode parfois non je pense parfois une thrombolyse. La question qui se pose actuellement, le geste qu'on vient de voir, ce soit de faire, que le geste qu'on vient de faire, que ce soit l'angioplastie ou la thrombolyse, est-ce que c'est un geste qui est réussi ou bien c'est un geste qui est échoué? Maintenant, dans le cas de l'angioplastie primaire, si on fait une angioplastie primaire, c'est facile. Sur l'écran de coronarographie, on va visualiser la restauration du flux sanguin. On va voir le flux sanguin qui est en train de bouger dans l'artère coronaire. Maintenant, dans le deuxième cas, si on fait une thrombolyse, maintenant, la thrombolyse, c'est une injection. On ne peut pas avoir des signes directs de succès de thrombolyse. Donc, on va rechercher plutôt des signes indirects, des critères qu'on va rechercher qui vont nous dire est-ce que la thrombolyse qu'on vient de faire, est-ce qu'elle est réussie ou bien elle est échouée. Et sur ces critères de succès de thrombolyse, on a 4 critères. 2 critères qui sont des critères de la vie pratique et des critères qui sont des critères plus ou moins théoriques.
Les deux critères qu'on doit rechercher pour dire est-ce que la thrombose elle est réussie ou échouée, c'est un, la diminution de la douleur thoracique de plus de 50% et deux, la diminution de sus-décalage du segment ST de plus de 50%. Si on a ces deux critères, on va dire que la thrombolyse, elle est réussie. Et sinon, si on n'a pas ces deux critères-là, la thrombolyse, elle est échouée. Deux autres critères qu'on peut avoir, c'est des critères un peu théoriques. C'est le rythme de idioventriculaire accéléré, c'est la RIVA. La RIVA, c'est un rythme électrique, de préférence après de télévision la séance. Papier ou l'internet, RIVA. RIVA, c'est un rythme qui ressemble à une tachycardie ventriculaire, mais qui est lent. C'est-à-dire qu'on a un rythme qui est fait de plusieurs QRS larges successives sans être en tachycardie. Le pic précoce de troponine, c'est un critère de réussite, mais généralement, comme on ne dose pas les troponines de ST+, pour, pour poser le diagnostic, parce qu'on a d'emblée le diagnostic, mais parfois on peut poser les troponines pour un aspect pronostic. C'est pas pour l'aspect diagnostic. Pourquoi pour un aspect de pronostic? Si dit le patient doser le troponine, on commence la prise en charge sans attendre le résultat. Et après la fin de la thrombolyse, on redose les troponines, on compare les deux. Si on a un pic précoce de troponine, maintenant les troponines à 20, et après avoir fait la thrombolyse, les troponines à 40 000, il y a une augmentation rapide des troponines, c'est que la thrombolyse, elle est réussie. Pourquoi elle est réussie? Parce que l'artère qui était bouchée, qui vascularisait une paroi myocardique, et cette artère qui était bouchée, elle gênait la libération de troponine, la lyse des myocytes. Cette libération de troponine par la lyse des myocytes, elle va être gênée par l'obstruction totale de l'artère coronaire. Et une fois on arrive à ouvrir cette artère coronaire, on aura la libération des troponines qui étaient stockées dans les myocytes. Ça va se libérer dans le sang et ça va donner un pic précoce de troponine. Mais généralement, on recherche pour dire est-ce que la thrombolyse elle est réussie ou pas, on recherche la diminution de la douleur de plus de 50% et la diminution de sus-décalage de plus de 50%. Est-ce que tu as là, non? La question, la cinquième question qui se pose actuellement, c'est en fonction de la réponse, est-ce qu'on est devant une réussite de revascularisation ou bien un échec, on va agir. Si le geste qu'on vient de faire, il est échoué, qu'est-ce qu'on va faire? Et dans ce cas-là, on a deux cas de figure. Si on a opté d'emblée pour une coronarographie, pour une angioplastie primaire, généralement c'est un succès parce qu'on va placer un ressort, donc généralement c'est un succès. Par contre, la thrombolyse, on peut avoir un succès ou un échec. Et dans les deux cas de figure, le patient il doit bénéficier d'une coronarographie. Par contre, dans un délai différent et avec une nomenclature différente. Si la thrombolyse, elle est échouée, on doit en urgence faire une angioplastie qu'on va appeler une angioplastie de sauvetage le plus tôt possible, peu importe le délai. Donc, on va mettre le patient dans une ambulance, le centre d'angioplastie le plus proche pour faire une angioplastie de sauvetage. Par contre, si la thrombolyse, elle est réussie, si on est devant un succès de thrombolyse, c'est rassurant, excellent, mais ça n'empêche pas de faire une coronarographie pour contrôler les artères ternes, pour voir est-ce que, par exemple, la thrombolyse, a une occlusion totale, avec l'occlusion totale, mais la thrombolyse, tous les partiels, tous les 50%, 40%, mais ça persiste quand même une certaine obstruction. Donc, il faut faire quand même une coronarographie qu'on va appeler un contrôle angiographique pour stresser la lésion coupable, et cela dans un délai de 24 heures, voire 48 heures. Un tour là, non? Allô? Est-ce que c'est compris? Voilà, ça c'était pour le STEMI. Maintenant, le deuxième cas de figure du syndrome coronarien, et lui, c'est le NSTEMI. Et le NSTEMI, qu'est-ce qu'on a dit?
on a dit que l'instémie, l'urgence, c'est pas de revasculariser. À l'axe stémie, l'urgence, c'est de revasculariser. L'instémie, c'est pas urgent de revasculariser parce que on a quand même un certain flux sanguin et l'artère, elle est partiellement obstruée. Elle n'est pas totalement occluse. Donc, l'urgence de l'instémie, c'est pas de revasculariser. L'urgence, plutôt, c'est de stratifier le risque. Le risque de quoi? C'est le risque de passage vers une occlusion totale. Parce que le instémie, c'est une obstruction partielle, mais ça risque d'évoluer, de donner une occlusion totale, de basculer vers stémie. Oui, la revascularisation, elle devient urgente. Donc, l'urgence de l'instémie, c'est de stratifier le risque. Ça termine. Oui, docteur. Et pour stratifier le risque, comme un tableau, c'est pour les livres, un tableau fait des critères. Vous essayez de voir le patient comme est-ce qu'il valide des critères le très haut risque. Voilà, le patient, est-ce qu'il valide des critères haut risque. Voilà, le bas risque. Comprenez? Et selon, c'est des critères théoriques. Comme si le patient, il valide les critères le très haut risque, ça sera une conduite. S'il valide le haut risque, ça sera une conduite. Et s'il valide le bas risque, ça sera une autre conduite. Et il faut savoir d'emblée que l'instémie, on revascularise toujours le patient et on a une seule méthode de revascularisation, c'est l'instémie. L'instémie, il faut faire toujours une coronarographie. La thrombolyse, elle est contre-indiquée, elle n'est pas validée pour le instémie. Pourquoi? Parce que la thrombolyse في le ST+, STEMI, le rôle تاعها ممكن نكون فقتلها وحدها. Le rôle تاعها, c'est de récupérer un certain flux sanguin, une artère qui est totalement occluse, parce qu'on n'a pas une coronarographie sur place. Donc, on va essayer de thromboliser le patient pour récupérer un certain flux sanguin en attente de faire soit une angioplastie de sauvetage si la thrombolyse elle est échouée, ou bien un contrôle angiographique, une coronarographie de routine, si la thrombolyse elle est réussie. Donc, c'est juste un traitement d'appoint, on va dire. Mais le instémie, l'artère, d'emblée, elle n'est pas totalement occluse. On a déjà avec le certain flux sanguin qui vascularise la paroi myocardique. Donc, ça ne sert à rien de thromboliser un instémie. Il faut toujours faire une angioplastie. Vous savez? Oui, oui, docteur. La question qui se pose maintenant, c'est l'urgence qu'on essaie de stratifier le risque. On a le instémie à très haut risque, le instémie à haut risque et le instémie à bas risque. Pourquoi cette classification-là? Parce que cette classification-là, c'est elle qui va nous dire dans quel délai on va faire notre angioplastie. Pour le instémie à très haut risque, c'est un instémie qui est à très haut risque de basculer vers le stémie. Donc, dans ce cas-là, ça sera pratiquement le même délai de revascularisation que même le SI+. Et on est obligé de faire une coronarographie dans les 2 heures. Maintenant, dans le N-stémie à haut risque, on va faire une coronarographie, mais pas très urgente, dans les 24 heures. Dans le N-stémie à bas risque, ici, c'est 2 types de conduite à tenir. Si on est devant un N-stémie à bas risque, donc maintenant le N-stémie à bas risque, maintenant c'est un N-stémie qui ne valide pas les critères de très haut risque, qui ne valide pas les critères de haut risque. Donc, dans ce cas-là, soit il faut faire une coronarographie, mais pas très urgente, vraiment pas très urgente, ou bien il faut redresser le diagnostic. Est-ce que tu te poses la question, le instémie qui valide aucun critère de gravité, est-ce qu'il s'agit vraiment de instémie? Est-ce que je suis sur le bon diagnostic? Donc, il faut se poser des questions dans ce cas-là et essayer de redresser le diagnostic. Probablement, ce n'était pas instémie. Probablement, c'était une dissection aortique. Probablement, c'était une embolie pulmonaire. Probablement, c'était des trophonies, c'était un faux positif, etc. C'est bon. Ça, c'était pour le syndrome coronarien aigu. Est-ce que c'est pour le syndrome coronarien aigu? Oui, docteur.
Très bien. Je ne sais pas si vous arrivez à enregistrer la séance ou non. Normalement, elle est en train de l'enregistrer. Ah, très bien. Là, très bien, parce que après, vous pouvez la revoir une deuxième fois. Et après, on va faire comme le cahier. Ce que vous allez essayer de faire, c'est vous allez essayer d'acheter un cahier de 62 pages ou 64 pages, et vous devez rédiger. Hein, on est en train d'expliquer, mais après, vous devez rédiger par la matière. Parce que comme le t-shirt à la conduite à tenir. D'accord? Inch'Allah, merci docteur. Ça, c'était le syndrome coronarien aigu. Je vous rappelle qu'on est toujours en train d'aborder le motif de consultation le plus fréquent qui est douleur thoracique. Deuxième, après le syndrome coronarien aigu, deuxième urgence cardiaque qui peut se cacher derrière une douleur thoracique, c'est l'embolie pulmonaire. Toujours, on commence par le contexte du patient, après le motif de consultation, après l'examen clinique, ECG, etc. Donc, l'embolie pulmonaire, c'est pas le syndrome coronarien aigu, c'est pas le contexte d'antécédents cardiovasculaires riches et le contexte de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Dans l'embolie pulmonaire, c'est plutôt un contexte, soit un contexte de TVP, c'est-à-dire un patient قادر ما يجيش pour douleur thoracique, يقدر يجي pour un œdème du membre inférieur unilatéral. Un contexte de néoplasie par exemple, qui peut donner des embolies. Un contexte post-chirurgical, un patient qui n'a pas déambulé, un patient, on a une patiente qui vient d'être césarisée. C'est le contexte d'embolie pulmonaire. Donc il faut rechercher le contexte. Et le motif de consultation, généralement, pour penser à une embolie pulmonaire, c'est si on a une douleur thoracique, la particularité de la douleur thoracique de l'embolie pulmonaire, c'est généralement une douleur thoracique latéralisée. Pourquoi latéralisée? Parce que c'est une douleur, on va dire, c'est une douleur pleurale. Généralement, les poumons, le parenchyme pulmonaire n'est pas innervé. Donc, le parenchyme pulmonaire, ça fait pas mal. Si on a un problème sur le parenchyme pulmonaire, on ne peut pas ressentir une douleur thoracique. Ce qu'on ressent comme douleur, les pathologies pulmonaires, c'est la douleur pleurale. C'est la plèvre qui fait mal. Si on a par exemple une embolie pulmonaire, une partie du poumon qui est en train d'infarctir, et cette partie du poumon, elle a des rapports anatomiques avec la plèvre, c'est cette plèvre qui va faire mal. Donc, la douleur thoracique de l'embolie pulmonaire, elle est latéralisée. Donc, devant toute douleur thoracique, dans un contexte d'embolie pulmonaire qui est latéralisé, il faut penser à une embolie pulmonaire. Il faut penser à une embolie pulmonaire devant un display qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est une matière. Donc, l'embolie pulmonaire, ça fait partie des diagnostics qu'il faut évoquer devant un display. On va redire ça, le motif de consultation du display, parce que c'est un douleur thoracique. Et il faut penser à une embolie pulmonaire chez un patient. On a une patiente jeune qui ne déambule pas, qui fait des palpitations, qui fait une tachycardie sinusale. Parce que la tachycardie sinusale, c'est le signe le plus fréquent de l'embolie pulmonaire. D'accord? Mais dans un premier moment, je vous dis que parmi les douleurs thoraciques, les étiologies des douleurs thoraciques, on a l'embolie pulmonaire. D'accord? Il faut connaître que globalement, on a deux types d'embolie pulmonaire. On a l'embolie pulmonaire qui est grave. Bon, j'ai écrit embolie pulmonaire massive, mais le terme le plus exact, c'est l'embolie pulmonaire grave. L'embolie pulmonaire qui est grave et le reste des embolies pulmonaires. L'embolie pulmonaire grave, une embolie pulmonaire grave, devant une suspicion d'embolie pulmonaire, un contexte d'embolie pulmonaire, une douleur thoracique latéralisée, si on a une PAS, une pression artérielle systolique inférieure à 9, voilà un état de choc, c'est la suspicion d'embolie, ça peut être une embolie pulmonaire grave. Et ce type d'embolie pulmonaire, il doit être vu par un cardiologue. Parce que c'est le cardiologue qui va poser le diagnostic, c'est pas le radiologue. Attention. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et on a le reste des suspicions d'embolie. Le reste des suspicions d'embolie, à part exemple, on est en contexte d'embolie pulmonaire qui fait une douleur typique et qui a une PAS correcte et qui n'est pas en état de choc. Les estimes est bien. C'est pas le cardiologue qui va donner un plus pour le diagnostic d'embolie pulmonaire. C'est n'importe quel médecin. Il peut
confirmer ou infirmer l'embolie pulmonaire sans passer par le cardiologue. Est-ce que jusqu'à maintenant on a confirmé ou non? Je vais vous expliquer après pourquoi d'emblée la falsification d'embolie pulmonaire. متفاهمين؟ Oui, docteur. Après, le CG, examiner le patient, le CG. L'embolie pulmonaire, après, vous devez regarder, comme les vidéos, le CG thoracique. C'est bien expliqué, mais on va quand même donner un aperçu. L'embolie pulmonaire, le CG, il faut rechercher des signes électriques. Et le signe électrique d'embolie pulmonaire le plus fréquent, le signe le plus fréquent, et qui n'est pas spécifique, c'est la tachycardie sinusale. Si on a un patient en tachycardie sinusale, voilà, c'est plutôt, je raisonne inversement. Si on a une embolie pulmonaire, c'est très fréquent de trouver une tachycardie sinusale. Mais le fait de trouver une tachycardie sinusale, ça veut rien dire parce que c'est pas spécifique à l'embolie pulmonaire. Mais c'est un C'est bon? Oui. Les autres signes électriques, parfois on doit rechercher d'autres signes électriques. C'est les autres signes électriques. Parmi les autres signes électriques, on a le S1Q3. On trouve une onde S D1, une onde Q D3. Et ça, c'est un signe qui est très rare, l'embolie pulmonaire. Mais le fait de le trouver, c'est un peu spécifique. C'est pas très spécifique, mais ça oriente quand même vers une embolie pulmonaire. On doit rechercher quand même tous les signes électriques en faveur on va dire en faveur de la déviation axiale droite. Le V devient consistant par rapport au VG. On doit rechercher le bloc de branche droit, la déviation axiale droite, et les signes négatifs en V1, V2, plus ou moins V3. Ça, c'est les signes électriques à l'embolie pulmonaire. Et pour mieux les maîtriser, je vous conseille de trouver la vidéo sur l'aspect électrique des urgences cardiaques. Et ça, c'est le CG. Est-ce que vous avez un ou non? Maintenant, devant une suspicion d'embolie pulmonaire, on a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de poser le diagnostic positif, de le confirmer ou de l'infirmer. Deuxième objectif, ça c'est l'algorithme de diagnostic. Deuxième objectif, si on pose le diagnostic d'embolie pulmonaire et on est certain qu'on est devant une embolie pulmonaire, il faut pronostiquer cette embolie pulmonaire diagnostiquée. C'est quel pronostic, on est devant quel pronostic. Ça, c'est l'algorithme pronostic. Le troisième objectif, c'est de traiter l'embolie pulmonaire. La conduite à tenir, on a le traitement. Donc, on va aborder l'algorithme diagnostique, l'algorithme pronostic, et puis la conduite à tenir ou le traitement. D'accord? Pour l'algorithme diagnostique, on va commencer par l'algorithme diagnostique. Quand on suspecte une embolie pulmonaire, il faut d'emblée voir est-ce qu'on est devant une embolie pulmonaire de forte probabilité ou de probabilité intermédiaire. Ce premier cas de figure, on l'appelle l'embolie pulmonaire très probable, ou bien on est devant une embolie pulmonaire peu probable ou la faible probabilité. Et pour parler de la probabilité, on a deux choix. Soit c'est de l'intuition clinique, c'est-à-dire c'est le médecin, c'est avec le temps on aura de l'expérience, voilà, je pense vraiment à une embolie pulmonaire. En fait, tu te dis, Billy, ça peut être, mais c'est pas vraiment le cas. Ça, c'est l'intuition clinique. Ou bien on a des scores de probabilité, le score de Wells ou de Genève. Vous pouvez l'utiliser. Il existe sur la littérature, sur les livres, sur Internet. Vous calculez le score, et vous remplissez les critères, où il va vous répondre est-ce que on a fait la forte probabilité ou on a fait la faible probabilité. Maintenant, l'algorithme diagnostique, il va différer selon si on est devant une embolie pulmonaire très probable ou bien une embolie pulmonaire peu probable. Si on est devant une embolie pulmonaire très probable, de forte ou intermédiaire probabilité, il faut d'emblée faire l'angioscope.
Le gold standard, c'est l'angioscanner d'emblée. Maintenant, si on est devant une embolie pulmonaire peu probable, il faut commencer par doser les D-dimères. Et si les D-dimères sont négatifs, on exclut l'embolie pulmonaire, on n'a pas d'embolie pulmonaire. Mais si les D-dimères sont positifs, on a plein de faux positifs et dans ce cas-là, on ne peut rien dire et on est obligé d'aller également vers l'angioscanner. Et en faisant l'angioscanner, il va nous donner la réponse exacte. Est-ce qu'on est devant une embolie pulmonaire de diagnostic sûr ou bien une embolie pulmonaire exclue à 100%. Et comme ça, on est arrivé à poser le diagnostic d'embolie pulmonaire à partir d'une suspicion. Donc, on a commencé par une suspicion clinique et on est arrivé vers le diagnostic final, positif ou négatif. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour le moment? Oui, docteur. Le cas particulier que j'affiche, ça c'est comme, est-ce que quand je zoome sur la page, est-ce que je vais zoomer un peu là? Oui, oui, ça zoome. Oui. Voilà, donc c'est interactif à la page, مش figé. Non, mais chez figé. Avec zoomé. Voilà, très bien. Donc le cas particulier des maladies, c'est l'embolie pulmonaire du cardiologue. C'est quoi l'embolie pulmonaire du cardiologue? Au début, je connais, devant toute suspicion d'embolie pulmonaire, oui, il faut d'emblée voir la PAS si elle est inférieure à 9 ou bien on est devant un état de choc, il y a une extrémité froide et tout. C'est un cas, c'est l'embolie pulmonaire du cardiologue. Là, il faut agir autrement. Et si on est devant une suspicion d'embolie pulmonaire avec une PAS correcte et absence d'état de choc, dans ce cas-là, on applique l'algorithme diagnostique qu'on a évoqué. Maintenant, si on suspecte une embolie pulmonaire mal tolérée cliniquement, c'est-à-dire une PAS inférieure à 9, un état de choc avec extrémité froide, il ne faut pas doser les D-dimères, il ne faut pas faire un angioscan, mais il faut d'emblée faire une échographie, une échocardiographie. Il faut faire une ETT. Et l'ETT seule, elle va poser le diagnostic dans ce cas-là. Si on a une suspicion d'embolie pulmonaire mal tolérée cliniquement avec une PAS inférieure 9, avec un état de choc, il faut faire le TT. Et sur le TT, vous pouvez avoir le diagnostic de certitude d'embolie pulmonaire, sans passer ni par les D-dimères ni par l'angioscan. D'accord? Ok, d'accord. Maintenant, on a terminé le premier objectif de l'embolie pulmonaire, qui est l'algorithme diagnostique. Deuxième objectif, c'est l'algorithme pronostic. On a dit que devant toute embolie pulmonaire diagnostiquée, peu importe qui fait la diagnostic, elle doit être pronostiquée. باش نعرفوا البرونوستيك تاعها راه يدور كاين دي زومبولي بولمونير واعرين كاين دي زومبولي بولمونير ساهلين. Pourquoi pronostiquer l'embolie pulmonaire? C'est pour décider est-ce qu'il faut l'hospitaliser ou pas. Si on a une embolie pulmonaire simple, on l'hospitalise, ça sera un traitement en ambulatoire. D'accord? Et pour pronostiquer une embolie pulmonaire, on a trois éléments. Des éléments cliniques, des éléments biologiques et des éléments échocardiographiques. Les éléments cliniques, il y a un score clinique qui s'appelle le SPZ. Le SPZ, après, vous tapez sur Internet, ou là, tu le cours comme le SPZ, qui est des paramètres, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, etc. Si vous avez un SPZ supérieur ou égal à 1, si vous avez un critère parmi les scores SPZ, c'est que l'élément clinique, l'élément pronostic clinique, il est valide. C'est amen. Oui. Deuxième élément, c'est l'élément biologique. Il faut doser les troponines et les DMP. Et dans ce cas-là, les troponines et les DMP, ce n'est pas pour un rôle diagnostique. Ce n'est pas comme le NSTEMI. Le NSTEMI doit imposer le syndrome coronarien aigu estimé, on pose le troponine pour voir est-ce qu'on a un NSTEMI ou on doit instable. Ici, c'est pronostic. Si on a des troponines ou des DMP positifs, c'est l'élément pronostic, ça, le biologique, il est valide. Sinon, non. Troisième élément, c'est le TT. Le TT, devant toute embolie pulmonaire diagnostiquée, peu importe où tu fais le diagnostic, il faut faire une ETT, mais dans ce cas-là, fait deux cas,
On a l'ETT fait de cas, ça sera une ETT pronostic, mais chez diagnostic. Mais si m'a fait l'embolie pulmonaire, m'a toléré cliniquement, oui, l'ETT, elle était une ETT diagnostique. Dans ce cas-là, on fait une ETT pour toutes les embolies pulmonaires diagnostiquées pour pronostiquer, pour revoir le pronostic de le patient. Mais ça, là, non. Oui, docteur. L'algorithme il est très simple. Une embolie pulmonaire diagnostiquée, ça dès le départ, l'embolie du cardiologue et l'embolie du reste. L'embolie du cardiologue, c'est la PAS inférieure à 9 pour l'état de choc. Si on est devant le cas, sans voir les trois éléments pronostiques, c'est d'emblée une embolie pulmonaire à haut risque. C'est d'emblée une embolie pulmonaire à haut risque et il faut l'hospitaliser sur la cardio. Et la prise en charge deuxième cas de figure, si on a une embolie pulmonaire avec une PAS supérieure à 9 ou avec absence d'état de choc, dans ce cas-là, on va rechercher les trois critères pronostiques qu'il y en a. Le SPZ, les troponines BNP et les TT. Vous savez? Oui, طبيب. Si on a au moins un critère parmi les trois qui est positif, c'est une embolie pulmonaire à risque intermédiaire. Parfois, le risque intermédiaire, c'est un risque intermédiaire haut. Si on a par exemple, je ne me rappelle pas bien, je pense si on a 2 critères sur 3, c'est risque intermédiaire haut. Si on a un critère sur 3, c'est risque intermédiaire bas. Mais l'essentiel, si on a au moins un critère sur 3, c'est un risque intermédiaire. Soit haut, soit bas. Et le risque intermédiaire haut, probablement, on va l'hospitaliser pour cardio, probablement. Le risque intermédiaire bas, il faut l'hospitaliser probablement pour un service de routine, un service aidé, mais c'est un service de réanimation cardiaque. Maintenant, notre cas de figure, si on a les trois critères qui sont négatifs, c'est-à-dire le SPZ il est négatif, le 3.1 est négatif et le TT, il n'y a pas de retentissement sur le cœur. Dans ce cas-là, c'est une embolie pulmonaire à bas risque qu'il ne faut pas hospitaliser, qu'il faut traiter à domicile. Monsieur Amine? Oui. Maintenant, troisième objectif, il y a les objectifs qui donnent. Il y a trois objectifs. Algorithme diagnostic, algorithme pronostic et traitement. Monsieur Amine? Oui, docteur. Voilà. Le traitement de l'embolie pulmonaire, ça va dépendre de son pronostic, de sa gravité. Et d'emblée, je vous dis que l'embolie pulmonaire du cardiologue, c'est l'embolie pulmonaire à haut risque, l'IFIHA, soit PAS inférieur à 9 pour l'état de choc, c'est une prise en charge. Et le reste des embolies pulmonaires, c'est une prise en charge. C'est quoi la prise en charge? C'est que pour l'embolie pulmonaire à haut risque, à haut risque, l'artère pulmonaire, elle est pratiquement occluse. Dans ce cas-là, il faut thromboliser. Il faut thromboliser en urgence. C'est une indication de thrombolyse. L'embolie pulmonaire à haut risque, un PAS inférieur à 9 ou état de choc, il faut la thromboliser en utilisant le schéma d'Artilis. C'est deux schémas de thrombolyse, Artilis et métalyse. Pour l'embolie pulmonaire, plutôt syndrome coronarien aigu, on peut utiliser un des deux. Et pour l'embolie pulmonaire, on peut utiliser que le schéma d'Artilis, c'est un plus. Et le schéma d'Artilis, c'est un schéma à part de l'embolie pulmonaire. Mais je mets le syndrome coronarien aigu. Peu importe, l'embolie pulmonaire à haut risque, c'est une indication à la thrombolyse en urgence. Monsieur Amine? Le reste des embolies pulmonaires, il ne faut pas thromboliser. Et, allez, c'est un. Deux, toutes les embolies pulmonaires, y compris l'embolie pulmonaire à haut risque et le reste des embolies pulmonaires, il faut introduire une anticoagulation à dose curative efficace. Donc, si je récapitule, l'embolie pulmonaire à haut risque, il faut thromboliser et anticoaguler. Le reste des embolies pulmonaires,
Il ne faut pas thromboliser, mais il faut toujours anticoaguler. Mais termine. Très bien. Donc là, on pousse à la conduite. L'anticoagulation, thrombolyse l'anticoagulation, comment anticoaguler? Pour anticoaguler, on a deux choix. L'anticoagulation, je vous rappelle que c'est, on va essayer d'inhiber la deuxième phase de l'hémostase. C'est pas l'agrégation, parce que l'agrégation, c'est l'aspirine Plavix. C'est pas la thrombolyse, pendant la fibrinolyse, mais on est dans le deuxième volet, l'anticoagulation. L'anticoagulation, on a l'anticoagulation injectable ou l'anticoagulation orale. L'anticoagulation injectable, c'est les héparines, فيهم HBPM ولا l'envénance مثلا en sous-cutané, وكاين la chaîne sodique calcite en IV lente à la seringue. L'anticoagulation orale, bon, avant de passer à ça, l'anticoagulation en injectable. L'anticoagulation en injectable, c'est l'anticoagulation d'urgence. Le patient qui sera un problème, on va l'anticoaguler en urgence de l'injectable. Mais avec le temps, on ne peut pas le laisser de l'injectable pendant plusieurs semaines. Parce on doit passer vers l'anticoagulation orale. L'anticoagulation orale, c'est une anticoagulation comme traitement de fond. L'anticoagulation orale, on a deux types. On a le Syntran, on a les AOD. Les AOD, c'est les anticoagulants oraux directs, comme le Trombide, Sapisabon et l'ARS. Est-ce que vous faites à peu près les l'anticoagulation, on a le choix. On a deux bras. Soit on choisit la première stratégie, soit la deuxième stratégie. La première stratégie, le patient, de l'héparine, donc ça sera un traitement injectable en intra-hospitalier. Ce soit la chaînette sodique ou calcique, je peux dire comme en IVL à la seringue électrique, ou bien de l'HBPM en sous-cutané. Mais l'essentiel, on va lui donner un traitement injectable. Et au même moment, nous donne le traitement injectable, nous donnons le Syntran. Pourquoi? Parce que le Syntran, il va prendre 3 jours pour commencer à agir. Donc, à J0, on va donner de l'héparine et du Syntran, et pratiquement le 3e jour, le Syntran, il commence à agir, on arrête l'héparine et on garde que le Syntran. D'accord? Allô? فهمتوا je répète. Et, le troisième jour, le Syntran, il va commencer à agir. C'est un peu théorique sur le plan pratique pour être sûr que le Syntran, il a commencé à agir. C'est en 2 ans l'INR. Le Syntran, pour dire que le Syntran, il agit bien, on doit s'assurer que l'INR, il est entre 2 et 3. Donc, si je récapitule pour cette première stratégie thérapeutique, on donne aux patients de l'héparine en injectable avec le Syntran Peros. Et une fois le Syntran, on est sûr que le Syntran, il a commencé à agir. Une fois l'INR, il est dans les normes, entre 2 et 3, on arrête l'héparine. Le patient il prend le traitement Peros, Baclé ou Syntran, et il continue l'anticoagulation interne. D'accord? Oui, docteur. Deuxième stratégie qui est plus simple, on peut d'emblée le patient, mettre de l'eau des AOD. On va trembler sur la piste avant et l'arrêt. Les AOD, c'est des comprimés, les charbons, et ça va commencer à agir sur le coup, sur le thrombus. Donc, on n'a pas besoin de le switch et tout. Donc, on met d'emblée un comprimé, les AOD, un comprimé, deux comprimés selon la molécule, ou classe. Mais c'est non. Donc, on peut choisir entre la première stratégie et la deuxième stratégie. C'est bon? Une remarque, dans le cas qui m'a dit comme au début, l'embolie pulmonaire à haut risque, il faut thromboliser et anticoaguler. Le reste des embolies pulmonaires, il ne faut jamais thromboliser, mais il faut toujours anticoaguler. Pour l'anticoagulation, on a 2 méthodes.
Mais dans le cas de l'embolie pulmonaire à haut risque, qui est le premier cas, il faut privilégier la première méthode d'anticoagulation. Il faut privilégier une certaine cure d'héparine en IV au début pour quand même agir plus rapidement sur le thrombus ternaire. D'accord? D'accord. Une dernière question qui peut se poser devant une embolie pulmonaire, c'est que l'anticoagulation, on va anticoaguler le patient pendant combien de temps? Et pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question. Est-ce que l'étiologie qui a donné l'embolie pulmonaire, elle est connue ou pas? Et est-ce qu'elle est curable ou pas? Si l'étiologie, elle est connue, d'accord? Si elle est connue et elle n'est pas curable, mais c'est un cancer, il faut anticoaguler avant. Si l'étiologie, elle est connue et elle est curable, il faut anticoaguler pendant une certaine durée, généralement 3 mois, voire 6 mois. Et si l'étiologie, elle n'est pas connue, et que le patient il fait des embolies à répétition, il faut anticoaguler avant. Vous terminez? Oui. Et donc, كي تقراو هذا le point هذا تعرفوا que à la sortie du patient, si le patient hospitalisé fait embolie pulmonaire, il faut lui donner une lettre d'orientation, généralement la médecine interne, pour exploration étiologique de son embolie pulmonaire. Pour trouver l'étiologie, de un, pour essayer de guérir l'étiologie par l'embolie pulmonaire, et de deux, pour décider de la durée d'anticoagulation. Mais c'est non, non. Oui, متفاهمين. Ça, c'était pour l'embolie pulmonaire. Est-ce que comme ça, voilà.